bonjour à tout le monde. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis chercheur associé à l'IPAR et je travaille sur les questions agricoles depuis très longtemps, à l'ISRA, ensuite au niveau de la FAO et à l'IPAR actuellement comme chercheur associé. Et avec l'IPAR, nous avons aussi appuyé souvent le gouvernement sur un certain nombre de projets et de programmes. Et récemment, nous avons travaillé à élaborer le compact du Sénégal concernant la souveraineté alimentaire. Alors, la souveraineté alimentaire, donc dans notre présentation, on va être très focus sur trois aspects. D'abord, rappeler le concept assez rapidement pour qu'on sache de quoi on parle. Donner un aperçu de la situation actuelle en matière de souveraineté alimentaire au Sénégal. Ensuite, essayer de voir un peu quels sont les enjeux et les défis qui se posent. Quelles sont les réponses des politiques publiques actuellement qui sont apportées. Quelles sont les limites de ces réponses et puis quelques recommandations. Alors, juste pour rappeler que la souveraineté alimentaire n'est pas un concept nouveau, c'est un concept très ancien, porté par les organisations paysannes, mais surtout à partir de l'Amérique latine, dans un contexte où les exploitations familiales étaient en train sont dominées par les grandes exploitations industrielles et où les droits des peuples indigènes étaient bafoués en termes de choix de l'alimentation, en termes de dépendance par rapport aux intrants produits par les grandes firmes et en termes également de choix même de leur système alimentaire. Donc, c'est dans ce cadre que ce concept a été défini pour que les peuples puissent décider eux-mêmes de quelle politique agricole et de quelle culture ils peuvent faire pour nourrir leur population. Et au Sénégal ou en Afrique, le mouvement a été porté également par le CNCR et par d'autres structures pour renforcer ce qu'on appelle les exploitations familiales et pour montrer que c'est sur ces exploitations familiales que doit dépendre en fait toute notre politique agricole. Et c'est ce qui a été fait jusque-là. Alors, mais le concept est dynamique. Comme tout concept d'ailleurs, il est dynamique, il prend un contenu avec le temps. Et aujourd'hui, le contenu est dépendant et venu avec une question de souveraineté globale qui se pose partout dans le monde, y compris même dans les pays développés, après la crise de la Covid, où les systèmes d'approvisionnement ont été perturbés, mais également avec la crise de l'Ukraine et de l'Union soviétique, qui a confirmé un certain nombre de dépendances et de vulnérabilités, mais aussi avec la crise climatique, qui fait que certains pays comme l'Inde refusent ou ne peuvent plus exporter leurs produits agricoles. Donc, dans ce contexte-là, elle s'impose presque à tout le monde. Le concept de souveraineté alimentaire, le fait de pouvoir décider soi-même ce qu'on fait, mais aussi de pouvoir ne plus dépendre du marché mondial. Donc une remise en cause du modèle libéral qui a jusque-là dominé. Et le mot souveraineté est devenu banal. Alors qu'il y a quelques années, je me rappelle, nous avons fait un travail avec Samir Amin et Amadou Alidien, un ouvrage qui s'appelait « Le Sénégal à la veille du 3e millénaire » qui était sorti en 2000. Et lorsqu'on a parlé de souveraineté alimentaire dans ce travail-là, c'était un lever de bouclier. Ça semblait has-been, ça semblait démodé. Parce que l'option libérale est de laisser les marchés réguler tous les échanges. Donc aujourd'hui, ça devient banal. Alors, et donc au Sénégal, c'est ce contexte-là qui a favorisé que le gouvernement, après la crise de la Covid, a mis dans le PAP 3, PAP 2A accéléré, la problématique de la souveraineté alimentaire et créé un ministère même avec le thème souveraineté alimentaire. Cette thématique a pris une dimension africaine avec le forum sur la souveraineté alimentaire qui s'est tenu à Dakar. De quoi il s'agit aujourd'hui comme contexte, c'est que l'approvisionnement alimentaire au Sénégal reste problématique, bien qu'il y ait des progrès importants. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui sont posés, mais il y a quand même des progrès importants en matière de production agricole, notamment sur les céréales, et en particulier sur le riz paddy qui a connu des évolutions assez importantes, presque de 20%, le mil de presque 33%.
Mais et pour les légumes également, des couvertures qui sont passées de 2 mois à 7, 8 ou 9 mois pour l'oignon. Mais malgré cela, le déficit reste entier. Il suffit d'un petit problème d'approvisionnement sur les marchés pour que les tensions se fassent voir. Alors, la demande actuellement est très forte et elle est fortement influencée par la croissance démographique. On l'a dit tantôt, les résultats le montrent. L'urbanisation qui fait qu'il y a une forte demande, mais les changements des habitudes de consommation, tout cela favorise en fait une forte demande. Ce qui fait que le défi actuellement, c'est le défi de répondre à la demande alimentaire croissante de la population en augmentant dans un contexte d'urbanisation rapide et de changement dans les modèles de comportement, d'augmenter la production. Et comme je disais, bien que l'offre est augmentée, principalement en termes de volume, cette croissance de l'offre doit être mise en parallèle avec les défis de la productivité, qui restent toujours faibles, les défis de rendement qui n'ont pas suivi, la qualité des produits alimentaires également. De plus en plus, elle se fait dans un contexte de dégradation continue des terres et donc d'avancée de la salinité, ce qui constitue des obstacles fondamentaux en termes de pouvoir suivre la demande. Et donc, pour relever ce défi, non seulement il faut augmenter la production, ce qui ne pose pas de problème, mais il faut également que nous puissions avoir une stratégie globale. Et tout le monde le sait, le gouvernement s'était fixé comme objectif d'atteindre en 2017 une autosuffisance en riz, et en 2023, cet objectif n'est toujours pas atteint, même s'il y a des progrès. Pourquoi? Parce que les stratégies qui sont mises en œuvre n'ont pas été pertinentes, parce que ces stratégies n'ont pas pris en compte la stratégie des acteurs eux-mêmes. Donc, on a eu des comportements des acteurs complètement différents de ce qui était prévu dans les modèles des économistes. Alors, et c'est dans ce cadre, comme je disais, qu'il y a une nouvelle vision, en tout cas une nouvelle orientation de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui a été élaborée récemment. Et cette stratégie-là est basée sur une approche également qu'on peut discuter. L'approche consiste à regarder les produits en termes d'importation et de faire une sorte d'import-substitution. Donc, en mettant le focus sur le blé, sur le riz, sur le maïs, et puis sur les autres produits agricoles, il y a un faible impact. Donc, ce qui est retenu, on sent que cette stratégie-là, elle est fortement déterminée par le contexte de fortes importations et d'une stratégie d'import-substitution. Donc, l'approche, on peut l'accepter, des économistes consiste à évaluer le gap et à dire comment on va combler ce gap, combien il faut pour combler ce gap et quels sont les moyens que ça demande, où est-ce qu'il faut trouver les terres et à partir de ce moment-là, définir une stratégie. Donc, la stratégie alimentaire peut se résumer de manière schématique. J'exagère peut-être un peu, je schématise trop, peut-être, mais au fond, c'est ça l'orientation de la stratégie. Alors, elle manque des choses importantes. La chose importante, c'est qu'elle ne remet pas en cause le modèle d'intervention. Elle ne se prononce pas sur la doctrine d'intervention. Comment y arriver? Elle ne tire pas les leçons des raisons pour lesquelles les autres stratégies n'ont pas marché. Parce qu'on peut tout reprocher aux gouvernants qui sont passés depuis les indépendances, mais la préoccupation de résoudre les problèmes de souveraineté, la préoccupation de production agricole, de sécurité alimentaire ou de production agricole a été toujours présente. Mais si elle n'a pas donné les résultats, c'est certainement parce que la manière d'intervenir a posé des problèmes. Alors, pour conclure sur ce plan-là, il faut rappeler que la méthode d'intervention a été, au début des années 60, était très interventionniste, avec l'État qui planifie, l'État qui agit, l'État qui est en amont, qui est au milieu et qui est à la fin. Donc, un État interventionniste. Les ajustements structurels sont venus remettre en cause ce modèle avec la libéralisation totale, avec le retrait de l'État et avec une place plus importante du secteur privé. Cette approche-là a dominé pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait des crises, notamment la première crise agricole, qui a fait que l'État avait réagi avec la Guana en essayant de réintervenir. Cette intervention de l'État a été toujours faite en période de crise.
mais elle n'est pas structurée, elle n'a pas remis en cause le modèle libéral dominant. Donc, c'est cela qui, en fait, est problématique. Et donc, cette approche libérale a plutôt provoqué des crises, notamment des crises sur le plan foncier, puisque le secteur privé a été mis en avant pour être une solution, et malheureusement, il y a eu des conflits avec le secteur privé. Et donc, nous proposons donc, de sortir de ce dilemme. Ce retour de l'État paraît important partout, avec la crise actuelle et la question de la souveraineté. Mais maintenant, comment le faire? Et sur ça, avec IPAR et le gouvernement, il y a eu un début de travail qui a été fait, mais qui n'est pas encore complètement achevé, de réfléchir sur la nouvelle doctrine en fait d'intervention. Et dans ce cadre-là, sur la base de ces limites sur lesquelles le temps ne nous permet pas de revenir, mais en tout cas, globalement, c'est ça la question de fond, nous pensons qu'il faut changer d'approche complètement. Enfin, il faut changer d'approche, avoir une vision holistique de la question de souveraineté alimentaire, ne pas en avoir une vision simplement agriculture ou secteur primaire, mais une vision très large. Alors, pour que cette vision-là soit holistique, il faut pouvoir intégrer tous les secteurs qui sont impliqués dans la souveraineté alimentaire. Il faut augmenter l'investissement dans la productivité agricole. Tous les aspects de la productivité doivent être pris en compte, notamment toutes les questions liées aux pertes post-récolte, toute la chaîne de valeur, si je peux l'appeler ainsi. La préservation de l'environnement doit être également prise en compte, mais également d'autres stratégies. Mais l'autre aspect qui me paraît important et qui n'était pas pris en compte dans la stratégie, c'est la question des réserves alimentaires. Quand on fait l'hypothèse d'augmenter la production, il faut faire également l'hypothèse qu'il peut y avoir des chocs et des chocs climatiques, les changements climatiques. Et par conséquent, le premier élément de souveraineté alimentaire, c'est d'avoir des réserves alimentaires stratégiques, comme tous les autres pays. Cet aspect-là est un manque important dans la stratégie qu'il faudra corriger. Tu peux conclure? Pour le changement de paradigme, nous proposons de changer de paradigme en ayant en fait en mettant en place de nouvelles approches qui consistent à mettre en place des sociétés, des sociétés agricoles, si on peut l'appeler ainsi, des sociétés d'intervention, des sociétés opérationnelles, qui soient des sociétés en termes de partenariat public-privé, producteurs. Donc c'est avec cette approche-là qu'on pourra résoudre des problèmes, et cette approche devra se faire à l'échelle départementale. Donc vous avez un peu les détails d'explication dans le texte pour cette recommandation qui nous paraît fondamentale, mais aussi appuyer la recherche et les innovations pour que les chercheurs au niveau technique puissent répondre aux contraintes qui ont été identifiées. Voilà en résumé les éléments que nous avions voulu mettre à votre attention. Merci beaucoup. Donc, nous avons plus de 700 000 Sénégalais à l'étranger, mais une grande partie des Sénégalais aussi sont dans la sous-région, au niveau de la Gambie, des pays de la sous-région. Donc, c'est le commerce et la recherche du travail qui justifient cette immigration-là. Alors, maintenant, la question qu'on se pose, c'est jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore une politique de migration formelle. Okay? L'État du Sénégal ne dispose pas encore de cette politique-là. Il y a aussi des initiatives et possibilités techniques que l'État a mis en place. Mais quand vous voyez les dispositifs que l'État a mis en place, à savoir la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur, le Bureau d'orientation et d'appui au Sénégal de l'extérieur, le Fonds d'appui de l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, le Haut Conseil de l'extérieur, au niveau du ministère des Affaires étrangères aussi. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore une harmonisation pour avoir une politique claire de migration au Sénégal. Maintenant, il y a aussi les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui viennent aussi avec leurs propositions. Il y a je pense que c'est avec l'Union européenne, hein, le FFUE, que depuis 2015 l'Union européenne a mis en place. Mais le plus important pour nous, c'est d'essayer de définir, de voir le profil du migrant sénégalais pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui justifie cette migration-là. Alors, il y a beaucoup de raisons hein, dans le policy brief, vous allez voir les raisons qui ont été évoquées pour ces jeunes-là. Mais la raison fondamentale, c'est le chômage.
c'est le chômage et aussi les emplois vulnérables. D'habitude, vous entendez les gens dire que oui, pourtant ceux qui prennent la route du Nicaragua dépensent 4 millions. Avoir 4 millions, et si vous n'êtes pas un homme d'affaires, si vous n'êtes pas un entrepreneur, ça sert à rien. Mais le problème d'habitude, c'est des gens qui travaillent, mais qui ont des ressources quelque part en deçà de leurs attentes. C'est-à-dire ce qu'on appelle des travaux précaires. C'est-à-dire que vous avez un besoin de 250 000 francs par mois et vos ressources se tournent autour de 100 à 150 000. Alors, ces travailleurs qui sont vulnérables cherchent aussi à sortir de cette vulnérabilité-là. C'est pour cela qu'ils vont aller au niveau des institutions de microfinance, au niveau des banques, pour emprunter de l'argent et sortir. Parce que d'habitude, dans les études, vous voyez quelqu'un qui te dit que mon père travaillait comme mécanicien à 73 ans, il travaille jusqu'à présent, le jour où il tombe malade, c'est-à-dire que sa famille ne va pas manger. Moi, je ne vais pas continuer comme mon père. Il faut que je coupe, je crée une rupture, je prends le risque, où ça marche, où ça passe, où ça casse. Alors, mais le véritable problème au Sénégal, c'est que l'obstacle majeur que nous devons régler, c'est le développement du secteur privé formel dans notre pays. L'absence du secteur privé formel a joué un rôle extrêmement important sur la vulnérabilité des salaires qui existent dans ce pays-là. Maintenant, cette contrainte aussi est expliquée par l'environnement des affaires. Au Sénégal, l'environnement des affaires est fait de telle sorte que les entreprises étrangères peuvent plus... en fait, l'environnement des affaires est fait pour capter des investisseurs directs étrangers, mais pas pour faciliter la formalisation de notre secteur privé et aussi l'accompagnement du secteur privé. Alors, les limites, et cela prouve les limites de... On a mis en place en 2014 un plan Sénégal émergent. On a terminé le PAP 1, le PAP 2. Et quand on commençait le plan, le taux de chômage au Sénégal était de 13%. À la fin du PAP 2, le taux de chômage est de 23%. Ça veut dire que donc tous les milliards que nous avons investis au Sénégal avec le plan Sénégal émergent n'a pas produit de travail. Okay. Et donc, si nous voulons donc trouver une solution à cette immigration-là, il faut qu'on règle le problème de l'emploi des jeunes. Et malheureusement, l'emploi des jeunes pose problème. Pose problème parce que ce n'est pas à l'État de trouver de l'emploi pour tous les jeunes Sénégalais, mais il appartient à l'État de mettre en place un environnement des affaires qui permet au secteur privé de pouvoir investir dans des secteurs quelque part innovants, dans des secteurs qui sont dans le domaine du digital, mais dans tellement de secteurs pour permettre à ces entreprises sénégalaises de recruter des jeunes Sénégalais. Aujourd'hui, il y a 300 000, d'après le ministre de l'économie, Amadou Hott, qui nous disait que depuis 2021, il y a 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi par année. 300 000 jeunes. Alors, 300 000 jeunes. Alors, avant de commencer le plan Sénégal émergent, on était à un niveau de 600 000 jeunes qui chôment. Aujourd'hui, on est à 1 419 000. Ça veut dire que donc, tous les investissements que l'État fait, ces investissements-là ne sont pas en fait créateurs d'emplois. Alors, maintenant, le problème qu'on se pose, c'est est-ce que les 450 milliards, parce qu'en mars 2021, l'État avait décidé de mettre 450 milliards pour le programme Xëy Ndaw Mi. On a mis 450 milliards avec une batterie d'agences comme l'ADPME, l'ANPEJ, l'ANIDA, DER, 3FPT, PEJA, PRODAC, PRODES, PAGES, PADEF, PIDES, tellement d'agences que l'État a mis en place pour chercher du travail aux jeunes. Et jusqu'à présent, le chômage explose. Le problème, c'est quoi? Les 450 milliards qu'on avait mis pour l'emploi des jeunes, l'État a dit qu'on a créé 66 000 emplois. Et 66 000 emplois, quel type d'emploi? Beaucoup de ces emplois-là sont des emplois vulnérables. Et quand tu divises les 450 milliards par 66 000 emplois, c'est comme si on a dépensé 8 millions pour créer un emploi. 8 millions pour créer un emploi. Est-ce que c'était la bonne mesure? Est-ce que c'était la bonne décision? Je ne la pense pas. Maintenant, comment faire pour régler ce problème-là? Et là, c'est les quelques recommandations que nous voulons faire aux
aux 20 candidats. C'est-à-dire que la première chose qu'on doit faire, c'est l'activité économique qui crée de l'emploi. Il faut dynamiser l'activité économique pour créer une croissance durable et inclusive. Et c'est ça qui nous permet de lutter contre la vulnérabilité, la rareté de l'emploi des jeunes. Il faut aussi stimuler l'investissement public, parce que l'investissement public doit stimuler l'investissement privé. Parce que le privé peut investir au Sénégal, par exemple, mais il faut qu'on l'aide. Par exemple, si moi je dois produire à la vallée du fleuve sénégalaise, mais il faut que l'État mette en place des infrastructures routières ou ferroviaires pour me permettre d'acheminer le produit en un délai record dans les grandes capitales régionales. Et donc, le rôle de l'État, ce n'est pas de créer, mais de mettre en place les infrastructures économiques, qu'on appelle par exemple la voie ferrée, les routes, pour acheminer les produits rapidement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous permet de créer des emplois ou bien des industries à haute intensité de main-d'œuvre. Il y a aussi la territorialisation des politiques publiques. L'État en parle, mais cette territorialisation n'a de sens que si il territorialise aussi la croissance économique. Parce que quand on territorialise, c'est-à-dire que les gens doivent aller dans ces zones-là, produire, recruter des jeunes. Et ce qui fait peur, c'est que 70% de l'économie se fait à Dakar, 0,3% de la population, et l'État tombe sur son propre piège. C'est-à-dire que tout l'investissement est fait à Dakar, tout le monde vient à Dakar, l'État a aussi investi encore tout à Dakar. On met encore un TER, un BRT, oui c'est bon, mais c'est pour qui? Je pense que quand Sobel parlait de Guédiawaye, mais 416 milliards pour le BRT, mais 416 milliards pouvaient changer le visage de Guédiawaye. Pouvaient créer des emplois à Guédiawaye. Est-ce que les gens doivent venir toujours de la banlieue vers Dakar, ou bien on doit créer des activités là-bas pour trouver en fait de l'emploi à ces jeunes-là? Je pense qu'il faut que l'État commence à territorialiser les politiques publiques, surtout dans les zones frontalières. L'État avait commencé un programme extrêmement important, le PUMA, parce que nous sommes entourés par un cercle de feu. Maintenant, si les jeunes quittent leur village pour tenter l'immigration, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sécurité même dans ces zones-là. Il faut vraiment que l'État réfléchisse sur ça. Il faut aussi, l'État met en place, pour régler le problème de l'employabilité des jeunes, on a mis, après le bac, des formations comme l'ISEP pour permettre aux jeunes d'avoir un emploi. On doit encore descendre du baccalauréat au BFM, à partir du BFM, qu'on puisse permettre à ces jeunes-là d'avoir des formations. Accompagner aussi les jeunes ouvriers, en fait les ouvriers d'aujourd'hui, de pouvoir donner des diplômes aux jeunes. Vous voyez quelqu'un, je dis souvent, je donne l'exemple d'un jeune à l'école primaire qui a du mal à s'en sortir, on l'enlève, on le met chez le mécanicien ou chez le menuisier. C'est-à-dire qu'un jeune qui ne peut pas s'en sortir à l'école primaire, on le met chez le menuisier et dans 5 ans, 6 ans, il maîtrise la chose. Ce qu'on peut pas faire à l'école, le menuisier le fait. Mais celui-là ne donne pas de diplôme. Il peut faire 15 ans jusqu'à ouvrir, mais il n'a pas de diplôme. Il faut qu'on essaie de voir comment faire pour permettre à ces ateliers, même qui sont dans l'informel, comment on les aide à se formaliser avec quelque part des formations diplômantes. Revoir aussi les contrats de pêche que nous avons avec l'Union européenne, les pays asiatiques, parce qu'aujourd'hui, le programme de la pêche est extrêmement important bon, moi je suis lébou, pour nous autres les lébous, parce qu'en tant que lébou, je constate comment le poisson commence à devenir rare. En fait, les lébous, même les pêcheurs commencent à être violents entre eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que le poisson commence à devenir rare. Chacun maintenant veut mettre un périmètre de sécurité pour sa propre localité. Alors, pourquoi ne pas mettre en place des quais de pêche pour que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Asiatiques? S'ils veulent du poisson, ils n'ont qu'à venir dans les quais de pêche sénégalais, acheter des poissons pêchés par des Sénégalais, avec l'aide de l'Union européenne, avec leur bateau même, mais que les Sénégalais pêchent, que le Sénégal puisse comprendre combien de poissons on a pêché et combien de poissons on a vendu. Je pense que c'est extrêmement important de travailler aussi sur le repos biologique. C'est ça qui va nous permettre un tout petit peu
de régler le problème de l'emploi de ce secteur-là. Parce que si les pêcheurs n'ont plus de poissons, ils vont transformer leur pirogue en, quelque part, véhicule de passage pour l'immigration clandestine. Maintenant, réfléchir aussi sur la chaîne de valeur de l'exploitation du pétrole et du gaz. Parce que quand on a le pétrole, quand on a le gaz, l'idée, ce n'est pas les revenus qu'on doit gagner. D'habitude, l'État insiste souvent, on va gagner cette année 53 milliards, l'année prochaine 200 milliards, ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui est important dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Ce qui est important, c'est le coût du pétrole ou du gaz qui sera très faible. Et quand le coût du pétrole devient très faible, les entreprises cherchent toujours à investir dans un pays où l'énergie est abondante et moins chère et la fiscalité aussi faible. Et ce sont ces entreprises-là qui vont créer de l'emploi. Maintenant, dans ce secteur-là, il faut que vraiment le prochain gouvernement se débarrasse de cette façon de dire que nous allons gagner 200 milliards, 300 milliards. Mais cette année, les besoins en termes d'approvisionnement des entreprises qui travaillent dans ce secteur-là tournent autour de 1900 milliards. Mais il n'y a que 280 milliards que les entreprises sénégalaises ont satisfait. Les 1500 milliards ont quitté ce pays-là. Donc la réflexion doit faire comment capter ce marché des 1500 milliards-là. C'est ça qui crée de l'emploi aussi. Rien que le Rufsac, hein, je n'ai rien contre l'entreprise. Tout le marché de Rufsac est absorbé par Sococim en termes d'emballage pour le ciment. Alors, 70% de toute la production de Rufsac ne fait que 70% des besoins de Sococim. Donc Sococim importe les 30%, Dangote importe les 100%, Ciment du Sahel importe les 100%. Le marché est là, les jeunes sont là, mais malheureusement, quand même, on continue à importer. Et donc, pour terminer, il faut qu'on mette en place aussi en fait, une politique de migration formelle, harmonisée avec les dispositifs institutionnels et les partenaires bilatéraux et multilatéraux, harmoniser à une seule agence toutes les structures qui travaillent sur l'emploi des jeunes et le financement des jeunes, mais aussi assainir l'environnement des affaires, le taux d'intérêt, la fiscalité, la connectivité, pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes, qui est la première source de création d'emplois. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Bon, j'imagine que, cher, les polices briefs ont été déjà envoyés aux candidats pour qu'ils puissent avoir au moins le contenu de ce travail préalable dont l'objectif est justement de leur permettre de voir sur la base du petit travail de recherche qui a été fait et quels sont les défis que nous avons essayé de poser sur la table et sur lesquels ils sont attendus et que nous avons intérêt à les entendre. Et ceci est partagé aussi avec les citoyens, parce que ce sont ces citoyens-là qui vont voter. Et tout ce travail que nous faisons, c'est pour permettre à ce que aussi le vote soit libre et très éclairé. Que les Sénégalais, les électeurs sénégalais puissent prendre leurs décisions, leur choix de vote sur une base qui est alimentée avec des évidences. Je crois que c'est comme ça qu'on a compris l'exercice. Et je voudrais donc, pour ma part, à la suite de Dr Dia et de Dr Khadim Bamba Diagne, partager un peu ce que j'ai souhaité faire, comme on me l'avait demandé, en ce qui concerne la gouvernance des ressources naturelles. Pour dire d'abord que je commencerai par vous rappeler tout simplement l'article 25 de la Constitution du Sénégal. Je ne sais pas si le président qui sera élu va nous proposer une nouvelle constitution, en tout cas beaucoup de demandes, mais il est important que cet article soit, s'il n'est pas renforcé, au moins maintenu. Cet article qui date de 2016 nous dit que les ressources naturelles, c'est l'article 25 de la Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Je vais vous lire même la suite qui est très importante parce que souvent on se limite seulement à ça. L'article vous dit que l'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à gérer une croissance économique, à promouvoir le bien-être et de la population en général et à être écologiquement durable. L'État et les collectivités territoriales
ont l'obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier. C'est important de le lire exactement, c'est l'alinéa A, donc 25A, pour dire que les ressources naturelles sont au cœur de la démocratie. Si nous voulons véritablement gérer ce pays dans une perspective démocratique, il faut commencer d'abord par une bonne gouvernance des ressources naturelles. Et quand on parle de ressources naturelles, j'ai trouvé important aussi de revenir sur la typologie. Et surtout dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, on parle de développement durable et nous nous sommes engagés pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Quand on parle d'objectifs durables, donc il faut bien insister sur les ressources naturelles renouvelables et les ressources naturelles non renouvelables. Parce qu'aujourd'hui, dans le débat au Sénégal, et moi-même je suis tombé dans ce piège parce que tout à l'heure, quand j'insisterai sur les recommandations, on parle systématiquement de pétrole et de gaz. Depuis qu'on a annoncé, c'est récent en 2014, tout le monde, quand on parle de pétrole-gaz. Le débat est occupé par pétrole-gaz. Alors que pétrole-gaz, c'est encore vraiment peanuts chez nous. Et ça, c'est important que les acteurs, tous les acteurs, tiennent ce langage direct avec les Sénégalais. Il faut faire attention avec le pétrole et le gaz. Déjà, le secteur minier était beaucoup plus important et encore beaucoup plus important. Mais il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Donc, je vais aller très loin. Je n'insisterai pas sur ça. Je crois que le document est partagé. Mais pour dire qu'en fait, comme l'a dit Ibrahima Dia, la logique de gouvernance a aussi beaucoup évolué. Parce qu'au début, c'était une gouvernance très centralisée. Mais ensuite, à partir des années 90, des 2000 plutôt, il y a ce début de concertation dans la gouvernance des ressources naturelles, jusqu'à arriver dans certains secteurs à une gouvernance vraiment localisée, surtout quand on parle des ressources agroforestières, etc., avec les conventions locales qui existent. Donc on a quand même beaucoup évolué sur la démarche de gouvernance, mais là où peut-être on n'a pas beaucoup insisté les dernières années, c'est réellement qu'est-ce qu'on peut tirer de l'exploitation de ces ressources naturelles existantes. C'est pour ça qu'il est important de montrer un peu quel est le niveau de contribution économique des différentes ressources, mais surtout des ressources renouvelables aussi, avant de parler des ressources qui sont des ressources donc, qui s'épuisent par le temps, 25, 30, 40 ans maximum. Parce qu'en fait, je commencerai par les ressources de pêcherie, par exemple, parce qu'elles sont très menacées aujourd'hui. Vous le constatez tous, la production en pêche a diminué. Vous le constatez tous, même les pêcheurs sont en train d'être tentés par l'immigration clandestine dont parlait Khadim tout à l'heure. Alors, ce secteur qui occupe encore 3,2% du PIB seulement, pourtant c'est une activité dont 17% de la population active est concernée et plus de 75% des besoins en protéines animales dont on a besoin, mais également cette pêche surtout artisanale, j'insiste sur cela, parce que c'est celle-là qui occupe le plus de personnes et nourrit beaucoup de familles sénégalaises, mais elle emploie directement près de 600 000 personnes, et ça c'est des données même très anciennes, parce que s'il faut réactualiser, on se rend compte que c'est beaucoup plus que cela, et également donc des familles qui dépendent de ce secteur-là. Mais donc, l'activité pêche également contribue à l'économie, pas seulement par sa production directe, mais également régulièrement par rapport à la consommation d'énergie et des taxes douanières que ce secteur est en train d'alimenter. La foresterie est peut-être un secteur sur lequel il faut qu'on s'attarde beaucoup plus, qu'on réfléchisse davantage. On n'en parle presque pas. Bon, elle est seulement à 0,8% du PIB, alors qu'il y a un énorme potentiel à ce niveau-là qui mérite d'être développé, surtout dans les perspectives de la transition énergétique, ou de l'économie verte plutôt, dans laquelle nous sommes. Il y a des possibilités de revaloriser encore une fois toute la production qu'on peut tirer de nos forêts pour améliorer surtout la qualité des sols, de la disponibilité de l'eau aussi, des facteurs clés
pour la production agricole, dont on a aussi parlé. Ensuite, il y a que dans ces perspectives de ressources naturelles renouvelables par rapport à la croissance verte, mais il y a beaucoup de potentiel et sur lequel il est important de travailler parce que c'est lié au développement de ces secteurs-là qui doivent être la base de la structure économique, ce qui n'est pas encore le cas. Parce que c'est encore les services qui nous dominent, etc. L'industrialisation, un peu, on a beaucoup acquis, mais c'est surtout l'agriculture qui doit être le socle, la base donc fondamentale de cette économie. Donc la croissance verte devrait devoir insister à la valorisation de ces ressources naturelles comme les sols, l'agroforesterie, pour que donc la pêche, l'élevage et même le secteur de l'énergie, qui doit tirer des sources à ce niveau-là, puisse être développé, mais aussi la gestion des sources en eau dont on dispose. Donc, je voudrais maintenant aller directement, parce qu'il y a des engagements, il y a des engagements parce qu'aujourd'hui, avec la transition énergétique, le Sénégal, par exemple, s'est engagé sur le GEDP, mais il faut être regardant sur la stratégie de mise en œuvre de ce partenariat donc pour une transition énergétique juste, mais également surtout sur les biais que peuvent avoir la structure de financement qui peut avoir des impacts dans ce risque de reproduction. Donc de tous les déséquilibres et toutes les asymétries qui existent entre les pays du Nord qui ont des stratégies claires pour investir chez nous, mais également donc nous-mêmes ce que nous devons faire pour, entre autres, valoriser la production locale, le secteur privé local et régler les problèmes d'emploi dont nous faisons face. J'insisterai donc sur les ressources minières et les hydrocarbures pour dire rapidement que, comme nous le savons, à l'état actuel, même si beaucoup de choses ont été faites en matière de gouvernance, les textes revus, etc., la contribution économique est très faible. On est à moins de 4,5% du PIB si on prend tout le secteur minier, pétrolier, gazier ensemble. On est seulement à 6,8% de contribution aux recettes du budget dont on a besoin au Sénégal. Mais encore, on est à seulement 0,17% de l'emploi créé dans le secteur. Donc, ce n'est pas un secteur qui crée de l'emploi. Par contre, c'est un secteur qui booste nos exportations. Ça vous renseigne sur donc, la structure économique que nous avons, où avec peu de production dans le secteur extractif, on booste nos exportations jusqu'à 30%. Donc on n'est pas un pays qui exporte. Et donc il faut aussi ne pas tomber dans le risque de cette malédiction hollandaise, où quand la production va être beaucoup plus importante dans le secteur, qu'on puisse être dépendant de cela. Alors, donc, il me dit 2 minutes, je vais seulement insister donc sur là où je pense qu'il est important de s'attarder. Alors, c'est qu'il faut exploiter effectivement, il faut le défi de la gouvernance. Bon, heureusement, le candidat qui est là, je suis rassuré parce qu'on a beaucoup travaillé dans ce secteur-là. C'est peut-être pour d'autres qui ne connaissent pas très bien le secteur. Mais le défi de la transparence, parce que les types de contrats, comment nous organisons, et également les modèles types de contrats que nous utilisons aujourd'hui, ne favorisent pas à ce que l'État gagne davantage dans le secteur. Mais déjà, il faut régler la question de la transparence, c'est-à-dire en renforçant les mécanismes et pouvoirs de négociation de l'État par rapport à des partenaires qui sont beaucoup plus forts, cet État-là. Donc, comment faire pour que cette gouvernance démocratique, donc de l'implication de plusieurs secteurs du peuple dans le processus de décision et de négociation, puisse renforcer davantage les capacités de négociation de l'État. Et ça se passe par la transparence et l'inclusion. Il y a aussi l'optimisation des revenus de l'État. Alors, c'est important, ça demande de revoir d'abord le modèle type de contrat. Les contrats de partage de production tels qu'ils sont faits n'optimisent pas ce que l'État peut vraiment gagner. Parce que déjà, la part de l'État est limitée alors que les ressources appartiennent à ce peuple. Comment ne pas faire pour que ces parts puissent être augmentées, mais que le peuple-là, c'est-à-dire le secteur privé sénégalais, ou bien même par des mécanismes d'épargne beaucoup plus organisés, puisse être actionnaire des entreprises qui vont effectivement exploiter les ressources-là en augmentant cette marge-là. Mais ce qui est important ici, je veux y insister, c'est les politiques fiscales.
Les politiques fiscales, nous perdons beaucoup d'argent sur la base des politiques fiscales que nous avons dans le secteur. Un exemple, en 2021, la dépense fiscale du Sénégal sur le secteur extractif représente 40% des dépenses fiscales totales. C'est 391 milliards de francs CFA que le peuple sénégalais a donné à ces entreprises-là qui viennent exploiter nos ressources ici. En même temps, si vous prenez cette année, le Sénégal n'a reçu que 223 milliards de tout l'ensemble des revenus tirés du secteur, même des salaires qui sont payés et de ce qui est cotisé à l'IPRES, etc. 223, 391 milliards. Vous me direz peut-être, les spécialistes, que oui, ces investigations, c'est pour quand même l'avenir, c'est d'amortir, etc. Mais ce qui est, pourquoi j'insiste sur cela, c'est qu'il s'est avéré, sur la base d'études réelles, que justement les incitations ne sont pas le facteur le plus important pour attirer le capital étranger ici. Donc pourquoi perdre autant, gagner moins, parce qu'on a des politiques fiscales. L'autre élément, c'est les luttes contre les FFI, les flux financiers illicites. Parce que les partenaires avec qui nous travaillons sont puissants et utilisent les stratégies d'optimisation fiscale, les prêts de transfert, etc., qui font que finalement, nous perdons beaucoup de revenus produits sur la base de la plus-value du secteur, parce que tout simplement, nous n'avons pas les mécanismes pour arrêter ça, et surtout, nous ne renforçons pas les régies financières sénégalaises pour leur permettre de pouvoir être assez costauds à ce niveau. C'est des défis majeurs, la gestion des risques d'impact environnemental et social et économique, parce que ça déteint surtout sur d'autres éléments, notamment les questions d'opportunités d'emploi dans les secteurs durables et stratégiques comme l'agriculture, etc. Ensuite, le contenu local, il faut que j'en parle. Je vais finir rapidement, parce que tu m'as fait travailler pendant longtemps sur ça et tu me demandes de faire vite comme ça. Et donc, je pense que je passe sur ça. Hein. Le contenu local, je vous renvoie au document qui sera certainement partagé. L'autre élément, c'est la diversification économique. Il faut qu'on utilise les ressources, le potentiel de la chaîne de valeur autour de l'économie du secteur, mais surtout le peu de revenus que nous avons pour l'investir sur diversifier notre structure économique. Si on les dépense seulement systématiquement, alors on va faire des lendemains qui seront très, très durs, pire que l'adjectif qui est resté à la gorge de mon cher ami après à la défaite. Donc les opportunités de transition énergétique sont là aussi, qu'il faut exploiter, mais attention, parce que tout simplement, il ne s'agit pas de s'engager sur des partenariats qui vont avec des risques stratégiques et financiers que nous devons intégrer dans leur mise en œuvre. Donc je m'arrête comme ça. Merci beaucoup de votre attention, espérant que ça peut être utile. Voilà.